7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Vous êtes écrivain, on vous doit notamment Au revoir là-haut. Je dis notamment Au revoir là-haut parce que c'est un livre qui a marqué beaucoup de monde, qui a obtenu le prix Goncourt et un César de l'adaptation. Et vous venez de publier un nouveau roman qui est le début d'une saga, Le Grand Monde. Ça vient de paraître... Le Grand Monde chez Calman Lévy, et alors qu'Au revoir là-haut avait pour scène l'après-guerre de 14-18, là on est dans l'après-guerre de 39-45. Vous aimez bien les après-guerres, Pierre Lemaitre ? J'aime bien prendre les événements de biais, les événements de côté. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale, je l'avais traité un petit peu dans le rétroviseur, en quelque sorte, avec l'après-guerre, qui m'avait semblé être une sorte d'angle mort dans le travail des historiens. Je n'avais de leçons à donner à personne, mais il y avait là une fenêtre, en quelque sorte, narrative qui était intéressante. Et ça m'a beaucoup frappé, quand j'ai commencé à regarder l'histoire des Trente Glorieuses, de voir que l'après-Seconde Guerre, qui donc débute cette période des Trente Glorieuses, ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait de la période. C'est-à-dire qu'en fait, le portrait que vous en donnez n'est pas un portrait nostalgique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a à la fois beaucoup de belles descriptions de cette atmosphère. Jean haïssait la province, ce n'était que papier peint à cloques et cuvettes en porcelaine ébréchée, voisins ronflants, draps humides, tapis élimés. Aussi, quand il avait appris pour cet emploi à Paris, il s'était précipité. On y trouve donc des traces de 4 chevaux flambant neufs. Bref, toute une série de signes qui rappellent l'époque Pierre Lemaitre, mais qui rappellent aussi que cette époque a été singulièrement difficile matériellement et aussi humainement, avec la guerre d'Indochine en fond, donc en arrière-fond pour ce roman Le Grand Monde. C'est très frappant. Je suis né, moi, je suis un enfant des Trente Glorieuses, et l'image que j'ai, c'est des images qui remontent aux années 60. Je n'ai pas de souvenir avant. Et bon, pour tout le monde, et pour moi le premier, c'est cette période absolument inouïe où les parents sont encore certains que les enfants auront une meilleure destinée qu'eux-mêmes. Ce rêve a duré une vingtaine d'années, mais le focus sur les premières années est très frappant. C'est une période 46-50 dans laquelle il y a un nombre de jours de grève absolument considérable, ce qui veut dire que quand même il y a une tension sociale importante. C'est une période où l'habitat est extrêmement précaire pour tout le monde. 70% des Français n'ont pas de toilettes dans leur domicile. Ce sont des cartes d'alimentation encore pendant plusieurs années. Et en fait, c'est pas du tout l'image qu'on a des Trente Glorieuses. Alors évidemment, cette tétralogie dans laquelle je me suis lancé va progressivement, j'espère, dresser un portrait plus juste. Mais en tout cas, c'est vrai que ça commence par des années grises. Et la guerre d'Indochine. Alors, la guerre d'Indochine, si on devait la comparer, je sais bien que les comparaisons de ce genre sont complexes, mais par rapport à la guerre de 14-18, qui est une guerre omniprésente avec des monuments aux morts, puisque Au revoir là-haut mettait en scène justement la construction de ces monuments aux morts, là, c'est une forme de monument que vous offrez à ces morts oublier ceux de la guerre d'Indochine, Pierre Lemaitre. Oui, la grande guerre de référence des Trente Glorieux, c'est évidemment la guerre d'Algérie. Elle va mobiliser les énergies sur la métropole pour une raison très simple, c'est que les gens envoient leurs enfants soldats c'est une guerre de conscription. La guerre d'Indochine est une guerre doublement oubliée, d'une part parce que la guerre d'Algérie fait en quelque sorte obstruction à la mémoire de la guerre d'Indochine, et parce que c'est une guerre de professionnels. Et c'est une guerre oubliée parce qu'en métropole, on s'y intéresse pas beaucoup. Au fond, c'est une guerre exotique, sur un territoire exotique, sur lequel on n'envoie pas de gens qui sont nos proches. Et donc, je crois quand même que la grande majorité des Français savent que cette guerre, d'une certaine manière, ne concerne pas leur quotidien. Et donc, il y avait plein de raisons de l'oublier. Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette guerre dont vous nous remémorez l'horreur, l'âpreté et la complexité dans le contexte de la décolonisation? Alors, c'est une guerre oubliée, mais qui s'est maintenue à bout de bras
qui a été maintenue par l'État français à bout de bras dans des circonstances qui sont quand même très étranges. C'est une guerre qui va coûter extrêmement cher. C'est une guerre dont on sait, dont tous les esprits un petit peu avertis savent qu'elle ne peut pas être gagnée. Et on va la maintenir vraiment à toute force, avec, y compris, en fait, on va essayer d'acheter le territoire. On va continuer de donner beaucoup d'argent, non seulement pour entretenir le corps expéditionnaire, mais également pour maintenir des industries françaises sur place, les industries et les commerces. En fait, c'est vraiment purement une guerre du capitalisme. Et donc, c'est intéressant de voir que cette guerre du capitalisme s'achevait en quelque sorte au seuil de ces années, les 30 Glorieuses, qui vont être justement les années d'acmé du capitalisme moderne. Dans ce roman, Le Grand Monde, Pierre Lemaitre, on suit une famille, la famille Pelletier. On la suit entre trois villes, Beyrouth, Saïgon pour la guerre d'Indochine et Paris. Le père, Louis Pelletier, tient une entreprise de savon et les enfants que l'on va suivre, Jean, Étienne, François et Hélène, vont tous vivre des aventures qui vont avoir avec le contexte politique des années donc postérieures à la libération. Et cette famille est une occasion de tisser des liens, de faire un roman choral sur la France de l'après-guerre avec un journaliste, avec un homme qui a fait un mariage malheureux, un autre qui tente de retrouver son amour, car c'est un garçon qui est amoureux d'un légionnaire, lequel légionnaire est parti donc faire la guerre en Indochine. C'est comme ça que vous l'avez composé, ce livre, Pierre Lemaitre? La grande difficulté dans laquelle je me trouvais, c'était qu'effectivement, si vous voulez faire une saga familiale, vous êtes tenu d'avoir des lignes narratives qui va suivre chaque personnage. Et la grande crainte qu'on peut avoir, c'est que chaque personnage reste en quelque sorte dans son couloir de nage. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de porter chaque personnage, mais de ménager de manière assez subtile, si on le peut, les croisements de ces personnages. D'autant que je veux qu'ils soient un petit peu distanciés les uns des autres, parce que, aux 2 tiers du roman, ils vont être réunis par un secret de famille qui va se révéler. Donc, pour les réunir, il fallait d'abord les séparer. Et donc, c'était difficile à la fois de les séparer et de maintenir une tension dans l'esprit du lecteur qui puisse s'intéresser en même temps à tous ces personnages. Secret qui d'ailleurs reliera ce roman Le Grand Monde à ce que vous avez écrit précédemment, Pierre Lemaitre. Ouais. Les romans ne se font pas suite, mais ils se répondent. Et c'est vrai que ce roman est totalement autonome, et quelqu'un qui n'aurait lu aucun de mes livres peut tout à fait lire celui-ci. Il a un début, un milieu et une fin, et tout ce qui est nécessaire est dans le livre. En revanche, si je puis me permettre, c'est peut-être un peu excessif, mais de dire que ceux qui ont lu d'autres livres vont avoir une espèce de petite prime de fidélité en ayant un clin d'œil supplémentaire. Alors, on l'a effectivement. On l'a parce qu'on découvre des thèmes qui vous sont chers, Pierre Lemaitre. Alors, il y a un thème qui est particulièrement frappant, c'est celui de l'arnaque et des arnaqueurs, d'un rapport à l'argent qui peut être un rapport à la fois malhonnête et malicieux. Ça dépend en fait de qui l'utilise. Alors, il faut rappeler que dans Au revoir là-haut, il s'agissait de vendre des noms sur des monuments aux morts, et il s'agissait pour d'autres de dessiner ces monuments aux morts. Ici, vous évoquez une arnaque qui est une arnaque tout à fait véridique, qui a eu lieu, l'affaire des piastres. Présentez-nous-la en quelques mots, Pierre Lemaitre. C'est une arnaque étatique. Sa particularité, c'est que c'est pas l'œuvre de quelques filous particulièrement malins qui se seraient glissés en quelque sorte dans les interstices du système. C'est un système qui est basé sur la parité entre la piastre et le franc, avec quelque chose qui est tout à fait surprenant. À Noël 45, le Père Noël arrive et décide que la piastre, qui jusqu'à présent valait environ 8 francs, en vaudra le double. Ce qui veut dire en clair, si vous envoyez des piastres en France, eh bien votre somme instantanément double. Si vous faites revenir l'argent une deuxième fois à Saïgon et que vous recommencez, vous avez quadruplé votre fortune. Personne ne peut faire fortune aussi rapidement
qu'avec ce système de la piastre. Le capitalisme a inventé le mouvement perpétuel. C'est ce que vous écrivez, et effectivement, c'est assez plaisant parce que on voit qu'il y a la possibilité, on est vraiment donc dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, un pays qui est tenu à bout de bras, ou plutôt un projet colonisateur qui est porté à bout de bras avec une économie parfaitement fictive qui est effectivement résumée dans cette affaire des piastres. Pourquoi les arnaques vous intéressent-elles, Pierre Lemaitre ? Écoutez, le romancier est un prestidigitateur. C'est-à-dire qu'au fond, il va tromper son lecteur pour le plaisir du lecteur. C'est-à-dire qu'au fond, on fait des surprises, des rebondissements, des suspens. Le lecteur sait qu'il est manipulé et son plaisir, justement, c'est d'être manipulé dans la jubilation du texte. L'arnaque est exactement ça, c'est-à-dire c'est très agréable à regarder parce que c'est esthétiquement très joli, une belle arnaque, à la condition de ne pas en être la victime. Donc ça a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est séduit par quelque chose que par ailleurs on trouve immoral, et cette ambivalence nous réjouit toujours un peu. Et oui, parce qu'en fait, il y a différentes formes d'immoralité des arnaques chez Pierre Lemaitre. Pourquoi dites-vous cela ? Parce que dans Au revoir là-haut, il y a différents types d'arnaqueurs. Il y a l'arnaqueur en chef qui, lui, est un ancien gradé et qui a véritablement profité à la fois de la situation d'après-guerre et qui s'est très mal comporté pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il y a d'autres petits malins, des filous, qui eux sont des individus beaucoup plus sympathiques et qui finalement profitent d'un système, vendent des monuments aux morts, mais ils y ont droit parce que ce sont des rescapés de la guerre de 14-18, par exemple, Pierre Lemaitre. Oui, en fait, on rentre dans une période, les 30 Glorieuses, où l'argent va être roi. Il est donc assez naturel que l'argent soit l'un des moteurs de l'action. Enfin, je ne vais pas faire un Balzac au petit pied, mais enfin, c'est quand même un des grands moteurs de cette période-là. Et qui parle d'argent parle inévitablement de profit, et de profit illicite. Ça me paraît à peu près inévitable. Et si l'on continue dans les thèmes qui vous sont chers, alors là, je ne sais pas du tout si je ne vais pas vous laisser en parler pour ne pas divulgacher. Il y a un meurtre qui nous rappelle aussi que vous avez débuté dans la littérature policière. Pierre Lemaitre, on parle du meurtre ? Oui, si vous voulez, on peut en parler parce que c'est une surprise, mais ça n'est pas un suspense. Mais c'est effectivement un meurtre qui arrive et qui est un événement dramatique dans le sens où il survient dans un ciel clair. Oui, alors ce qui m'a frappé, puisque le journalisme est un des personnages collectifs de ce roman Le Grand Monde, je me suis intéressé aux faits divers. Le modèle de journalisme de cette époque, c'est naturellement France Soir, journal Guillaume Erner, essayons de rêver un peu, c'est un journal qui tirait à 1 million d'exemplaires par jour. C'est une chose qui nous paraît aujourd'hui absolument inouïe. Et la place que Lazareff avait donnée aux faits divers était tout à fait exceptionnel parce qu'il avait réussi quelque chose d'étonnant, c'est de fusionner le fait divers au sein d'un journal où on parlait aussi de diplomatie, de politique, d'international. C'était extraordinairement bien vu et bien fait. La place du fait divers est fondamentale et ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. C'est d'avoir dans la même histoire à la fois un fait divers, donc souvent c'est un fait divers de nature criminelle, et en même temps une de ces histoires qui scandent toutes les périodes où le fait divers va durer longtemps, rebondir. Le modèle de l'affaire du petit Grégory, par exemple, c'est une affaire qui dure plusieurs décennies, où très régulièrement on a un rebondissement. Je me suis interrogé sur la raison de notre fascination pour ces faits divers qui rebondissent dans notre mémoire, et j'ai essayé de placer le lecteur dans une situation particulière, c'est qu'il est le seul de tous les protagonistes à savoir le fin mot de l'histoire, et donc d'y assister en quelque sorte un petit peu en surplomb, et j'ai pensé que c'était une position un peu originale pour le lecteur. C'est aussi une manière de ne pas abandonner à la fois le roman policier. Alors bon, là, la peinture sociale, elle est évidente, puisqu'on suit donc on suit une fratrie, on a Jean, Étienne, François et Hélène, 4 personnages, des enfants donc de la famille Pelletier qui ont tous des destins particuliers. Alors, il y en a un, François, qui travaille au journal, tout à fait, c'est-à-dire oui, à François, et puis l'autre, Jean, qui a plutôt une existence de raté. Les deux se rejoignent à certains moments dans le livre, mais Pierre Lemaitre, l'occasion donc d'évoquer ces faits divers, c'est de faire une peinture particulière de la société et d'avoir aussi un certain rapport avec la vie et la mort, parce que toujours parmi les spécificités de vos romans et de votre écriture, il y a des rapports au corps mutilé, au corps qui vont subir un certain nombre
de souffrance et d'exaction. Oui, alors je l'avais dès mon premier livre, puisque mon premier personnage était Camille Verhoeven, était un homme extrêmement petit. Donc la question du corps a été inscrite en quelque sorte dans mon travail dès le départ. Pour des raisons alors qui relèvent plus de la psychanalyse que de la littérature. J'avais un père handicapé et la question du corps a continué de me hanter. Et même si je tentais d'y résister, ce que je ne fais pas, je pense que cette thématique reviendrait inévitablement dans mon travail. J'essaye d'écrire assez loin de moi, mais quand même l'inconscient du texte existe. Et puis même dans le conscient du texte, ça ne me déplaît pas de continuer de travailler sur mes monstres à moi. Oui, j'ignorais ce détail parce qu'il y a vraiment une grande attention portée aux souffrances du corps, aux souffrances donc des gueules cassées de 14-18 pour Au revoir là-haut, et ici pour ceux qui ont vécu la guerre d'Indochine et ses atrocités. Oui, la question de la souffrance et la question du corps sont des choses qui ont beaucoup habité ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse. Et c'est une des raisons d'ailleurs, je pense, pour lesquelles j'ai retardé ma carrière d'écrivain. Je pense que je suis devenu romancier sur le tard aussi pour cette raison-là. Et le jour où j'y suis venu, il me paraissait normal, naturel et même, j'ai envie de dire, presque comme un exercice d'exorcisme, en quelque sorte, de remettre le corps à l'avant-scène dans mes romans. Dans ce roman, dans les 30 Glorieuses, c'est le corps de la femme qui m'a intéressé parce que... La femme qui est victime... Oui, de ce meurtre. Oui, la femme qui est victime. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le corps des femmes, d'une manière générale. Ce qui me frappe beaucoup quand je regarde cette période, c'est une période de domination masculine à peu près sans partage. Si vous feuilletez François, vous trouvez Brigitte Bardot et le corps à peu près toutes les semaines. Mais le corps de la femme est très, très maternisé. Au fond, même dans les métiers qu'elles peuvent choisir quand elles ne sont pas femmes au foyer, ce sont des métiers de mère, infirmière, institutrice. Hein. Donc, en fait, cette espèce de ghetto dans lequel se trouve la femme ne trouve en vérité son expressivité que par le corps de la femme. Et donc ça m'a intéressé de travailler aussi sur les deux personnages, cette victime et puis la jeune Hélène, qui au fond n'a pas d'autre possibilité pour réussir et tirer son épingle du jeu que d'utiliser l'arme dont la domination masculine l'a fait les détentrices. Puisque vous évoquez la peinture de mœurs, il y a aussi un couple homosexuel, donc celui qui est formé par Étienne et Raymond. Oui, alors l'homosexualité, on l'avait déjà dans Au revoir là-haut. Je pense que c'est un marqueur de la période. Sauf que la période n'est pas la même. La période n'est pas la même. La période n'est pas la même, mais en fait, c'est en même temps la même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution sur la perception de l'homosexualité entre la guerre de 14 et les années 40. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. En revanche, la différence va vraiment se faire à partir de l'après-guerre, où, alors avec des hauts et des bas et des périodes bien difficiles, mais où l'homosexualité va être davantage acceptée, où le travail collectif va se faire autour de ce thème. Et puis, j'écris des histoires d'amour. Or, pour un romancier, une histoire d'amour qui fonctionne bien n'est pas une très bonne histoire. Hein. Je l'aime, il m'aime, mes parents sont d'accord, ça fait rarement un bon roman. Donc, c'est vrai que l'homosexualité me permet aussi d'avoir des histoires d'amour contrariées et donc d'avoir du charnel, de l'émotionnel. Bon, pour moi, c'est du pain béni. Là, en l'occurrence, elle est contrariée par la distance, puisque Absolument, les deux amoureux sont séparés. Raymond fait la guerre en Indochine et Étienne part à sa recherche. Pierre Lemaitre, vous évoquiez le poids de votre inconscient dans votre écriture. Au revoir là-haut, vous l'aviez rêvé, ce roman? Oui, c'est une constante. Je rêve... Alors, c'est vrai? Oui, c'est-à-dire le matin, je me réveille et je me rends compte que j'ai des phrases entières qui sont écrites. Je dois vraiment avoir un inconscient d'écrivain, hein, je suppose. Je me réveille avec des idées, avec des projets de scénario, avec des histoires déjà presque toutes faites, et même parfois des paragraphes entièrement écrits avec des verbes, des sujets, des compléments. C'est très surprenant. Je continue de travailler. Alors, vous êtes un travailleur de la nuit, en grande partie, vous, Guillaume Erner. Ben, moi aussi, à ma manière, mais moi, la différence, c'est que je dors. Vous avez raison de dormir, Pierre Lemaitre. Mais à la fois, votre inconscient
inconscient, parce que vous dites que vous êtes devenu romancier tard, mais vous avez toujours vécu parmi les livres, oui, vous dans la formiez littérature. des bibliothécaires, votre compagne est bibliothécaire et tous vos romans, celui-ci y compris, lui est dédié, ce qui signifie que finalement, eh bien, les livres sont votre univers naturel. Oui, alors je ne veux pas faire de rapprochement qui semblerait immodeste, mais dans les mots, Sartre dit qu'il est né des livres. Alors on est très nombreux hein, dans ce cas-là, et je peux dire la même chose, c'est-à-dire que vraiment, ce qui m'a vraiment construit sont mes lectures de jeunesse. J'ai eu une enfance à la fois triste et heureuse, dans laquelle la littérature était le seul espace de bonheur, d'enthousiasme, de vibration et de jubilation. Et j'ai eu la chance de tomber sur ces romanciers qui m'ont passionné, de Dumas à Zévaco, de Hugo à Balzac. Tous ces romanciers m'ont apporté une joie de vivre qui est restée une empreinte définitive dans ma vie, ce qui fait qu'il était assez naturel que je me dirige vers la littérature et vers ce type de littérature-là. Au fond, je suis un romancier feuilletoniste et ce roman est conçu comme un feuilleton, avec des chapitres assez courts. Vous l'avez signalé tout à l'heure comme un roman choral. Le feuilleton continue de me passionner parce que ça a été mon lait d'origine. Je suis vraiment né à la littérature par ce livre-là. Et si je pouvais dire quelque chose de grave et donc de forcément ridicule, je dirais que ma vie a été construite par la littérature. Pas par le journalisme, parce qu'il y a des journalistes. Vous m'aviez dit que vous diriez du mal des journalistes. Oui. En entrant dans ce studio, vous avez oublié. S'il vous plaît, Pierre Lemaître. Non. Si vous voulez, le journalisme représente pour moi un des grands fantasmes. Parce que lorsque je lis les mémoires des journalistes de l'époque de François, c'est tellement magique, mystérieux, fiévreux, enthousiasmant. C'est une concurrence, une rivalité. Il y a une espèce de fièvre qui ne se trouve absolument nulle part. Franchement, romanesquement, c'est une merveille à travailler. Mais à la fois, en lisant votre livre, Le Grand Monde, Pierre Lemaître, je me disais quand même, cet homme a une grande liberté puisque lui peut tuer qui il veut. Il peut faire cesser telle histoire d'amour, en recommencer telle autre. Ça doit être assez grisant, justement, de ne pas tenir au réel comme le journaliste. Oui, vous avez raison. Ma grande chance, la grande chance du romancier, c'est la toute-puissance qui est évidemment dont vous êtes privé. Vous êtes obligé de composer avec des éléments existants. La grande supériorité, la grande liberté du romancier, c'est qu'il choisit les événements et qu'il les fabrique. Mais alors, un romancier comme vous, qui avez beaucoup de lecteurs, des lecteurs fidèles et des gens finalement qui vous regardent écrire derrière votre épaule, qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que depuis Au revoir là-haut, qui a été un immense succès populaire, eh bien vous êtes attendu et vous avez des lecteurs fidèles qu'il ne faut évidemment pas décevoir. Alors écoutez, il y a eu deux périodes. La période difficile a été la période du post-Goncourt. Vous savez que le Goncourt est un prix particulier, il faut le mériter après. Hein, on vous le donne, mais après, il faut être à la hauteur de la réputation qui vous a été apportée. Donc cette période est toujours un petit peu inquiétante. Vous avez raison de dire qu'on a l'impression que le lecteur nous regarde par-dessus l'épaule. 2, 3, 4 livres après, cette inquiétude se calme. J'ai l'impression de savoir mon métier. Il me semble que ce livre-là est un roman de la maturité, de ce que j'avais posé à partir d'Au revoir là-haut et travaillé au cours de cette première trilogie. Il me semble que je suis arrivé à une certaine maturité. Alors ça ne me détache pas du tout, mais en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais faire mon métier, je connais mon travail, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux dire. J'essaye simplement de le faire le mieux possible. Ça veut dire que si vous deviez réécrire Au revoir là-haut, vous ne le réécririez pas de la même façon? Oui, je pense qu'aujourd'hui, je le réécrirai pas tout à fait de la même façon. L'histoire resterait la même, mais le traitement des personnages et le traitement narratif serait sans doute un peu différent, et le rythme du livre également. Dans Le Grand Monde, je trouve une rythmique qui me convient bien, une rythmique qui est plus scandée, plus rapide, on passe plus rapidement d'un chapitre à l'autre. La culture du rebondissement et du suspense, je pense, est mieux affirmée. Oui, je crois qu'Au revoir là-haut, je ferai un meilleur livre, et peut-être alors, je pourrais rêver la nuit de recevoir le Goncourt une seconde fois. Je crois que c'est arrivé déjà, mais dans des circonstances particulières. Pierre Lemaître, là, en plus, vous conférez une position de surplomb au lecteur qui sait tout ce qui se passe, alors que les protagonistes
de ce roman, eux, sont aveuglés par le fait qu'ils ne sont pas des démiurges et donc ils ne connaissent pas la totalité de l'univers. Le grand plaisir du romancier, c'est la question du point de vue. C'est d'abord d'où il regarde la scène et de quelle manière il va impliquer le regard du lecteur dans la scène qu'il se projette d'écrire. Cette question du point de vue, dire les choses, les cacher, les dire pour partie seulement, font partie en quelque sorte de la panoplie du romancier. Ce sont les curseurs sur lesquels il est le plus intéressant de travailler parce que c'est ceux qui sont les plus parlants sur le fond de l'histoire que vous avez racontée. Non pas simplement l'histoire en tant que scénario, mais l'histoire qui est signifiée par le roman. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire Le Grand Monde, votre ouvrage publié chez Calman Lévy, Pierre Lemaitre, et qui est l'occasion, donc, aux 2/3 à peu près du livre, de faire un renvoi à ce que vous avez écrit. Quelle acrobatie, Guillaume Erner, vous êtes un artiste. Un journaliste, vous voyez, pour une fois.